time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, nous sommes lundi 5 décembre et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis installée dans mon nouveau coin lecture avec mon mini sapin de Noël, seule décoration pour l'instant de Noël de la maison. Il faut vraiment que je m'y mette. Nous sommes déjà le 5 décembre, on n'a toujours pas sorti le grand sapin, toujours pas... Si, là vous êtes posé sur une boîte qui est une boîte de guirlandes que j'ai trouvée en rangeant le grenier ce week-end, mais que j'ai toujours pas installé. Bref, c'est pas pour vous parler des décos de Noël que je vous prends aujourd'hui. Je voulais donc ouvrir ce nouveau vlog lecture et commencer par un abandon. Je vous ai dit tout le mal que je pensais de l'ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley dans le vlog de la semaine dernière. Je n'ai rien aimé du tout. Je n'aime pas le style, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas ce que ça raconte. Enfin bref, rien ne m'intéresse. L'héroïne, je l'ai trouvée d'une platitude, très stéréotypée. Bref. J'ai vraiment pas accroché, du coup je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de m'infliger, de continuer, d'autant plus que c'était une lecture commune du coup avec Blandine et Chikipou et elles ont avancé beaucoup plus vite que moi, donc moi j'y suis arrivée, j'étais à la page 132, donc c'est il me semble le chapitre 9, quelque chose comme ça, je vérifie, bref. Je suis pas allée bien loin. C'était du coup le chapitre 8. Donc j'avais lu 132 pages, chapitre 8. Sauf que comme elles sont plus lues que moi et leurs impressions sur les chapitres suivants, je sais que je vais encore plus détester. Du coup je me dis ça sert à rien pour le seul plaisir de râler, de m'infliger ça. J'ai trop de livres qui me font envie dans ma palle pour continuer un livre qui ne me plaît pas. Donc c'est une grosse déception parce que j'avais tellement entendu de bien sur Lucinda Riley que je me faisais une joie de découvrir. Je m'attendais à vraiment être prise d'émotion, je sais pas, j'en ai entendu tellement de bien que j'étais vraiment hyper déçue. Mais alors moi ça m'a évoqué zéro émotion, si l'agacement. Donc je laisse tomber, hein. Je me suis dit en rentrant hier, j'avais vraiment la flemme de le reprendre. Ce matin on a échangé par message avec Blandine et Chikipou et je disais bon je vais réessayer de m'y remettre ce soir en rentrant, mais en fait j'ai vraiment pas envie, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de retrouver l'héroïne. Du coup je me dis c'est pas la peine de m'obliger, au fait, de me forcer, ça le fait pas, c'est comme ça arrive, je le saurai maintenant. Voilà, j'en ai un autre parce que du coup j'en avais acheté deux. J'en ai un autre, je me dis peut-être pas tout de suite, mais peut-être je tenterai l'autre, peut-être que c'est cette histoire qui est vraiment sur laquelle j'accroche pas, mais qu'avec une autre héroïne dans d'autres circonstances ça marchera peut-être mieux, mais j'ai peur que ça soit vraiment le style de l'autrice qui me corresponde pas. Donc pour l'instant en tout cas je laisse tomber celui-là. Du coup comme j'étais hyper frustrée et énervée, je me suis dit je vais me refaire avec un roman jeunesse pour changer un peu d'ambiance, quelque chose de drôle, donc j'ai choisi Thor et les gnomes, vous voyez à l'envers, mais bon voilà, comme ça vous pouvez voir l'illustration, donc de Thomas Lavacherie. Donc là on est vraiment dans un tout petit roman jeunesse, primo lecteur, c'est donc la collection Animaux de l'école de loisirs. Je regarde s'il y a marqué l'âge, mais bon je dirais voilà, c'est des romans pour des enfants de 7 ans, je pense, vraiment 7-8 ans, début de lecture en autonomie. Et donc on va retrouver Thor qui, je ne sais pas exactement où ça se situe, mais en tout cas je dirais un pays scandinave, part pêcher avec son père et son oncle. Sauf qu'aucun poisson ne mord, et donc les deux, l'oncle et le père, disent qu'il doit y avoir un gnome dans le lac, qui s'appelle plus, je sais plus comment ils appellent les gnomes de lac. Enfin c'est un nom, il y a tous les gnomes à la fin. Du coup il y a des illustrations. Donc le gnome des eaux, non, donc ils le redisent pas, mais enfin bref. Donc il y a un gnome qui empêche les poissons de mordre, donc il prépare une potion pour endormir et capturer ce gnome.
Sauf que Thor a pitié de cette petite créature et du coup décide dans la nuit, pendant que tous les adultes dorment, d'aller le sauver. Et du coup, le gnome fait passer le mot et tous les gnomes vont décréter que Thor est l'ami des gnomes et du coup, il joue des tours à tous les humains, sauf à lui. Alors on est vraiment dans un roman primo-lecteur, c'est très simple, c'est très voilà, c'est écrit gros, il y a des petites illustrations, le choix de vocabulaire est simple. Du coup, voilà, c'est difficile de donner un avis de lecture quand on lit ce genre de livre tout seul parce que je suis pas un enfant de 7 ans, donc j'ai du mal à me mettre un peu dans la peau d'un enfant de 7 ans. Moi j'ai trouvé l'histoire rigolote, les personnages, les parents, ils ont l'air, le père et l'oncle ont l'air assez farfelus. Thor il est attachant avec son envie d'aider le gnome, etc. Après il y a un truc qui moi m'a un petit peu perturbé, ça me perturbe pas, mais je veux dire qui m'a un petit peu chagriné dans ma lecture, c'est qu'il y a des détails qui servent à rien. Et moi, c'est sans doute mon système trop synthétique. J'ai besoin qu'on aille droit au but. Quand il y a des choses et que je comprends pas qu'est-ce qu'elles foutent là parce que ça sert à rien dans l'histoire, je me sens toujours un peu... Par exemple, au début, il y a cette histoire, ils vont chasser, etc. Puis ils rentrent à la maison et comme ils sont de Bougon, la mère décide de faire un petit spectacle de marionnettes. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tu mets pas le spectacle de marionnettes, tu dis juste qu'ils sont bougons et qu'ils expliquent pourquoi. Je trouve que cette histoire de spectacle de marionnettes arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça, un petit peu, qui, pour moi, arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe. Tu sais pas pourquoi on nous raconte ça, parce que ça n'a aucun rapport avec l'intrigue générale de cette histoire de gnome. On va avoir des petits trucs comme ça. Tiens, la mère elle fait un spectacle de marionnettes, le père fait le pitre sur le toit avec l'oncle. Du coup, moi j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas ce genre d'histoire personnellement, mais parce que c'est vraiment moi j'aime bien, j'aime pas quand il y a des choses comme ça qui ont rien à voir. Alors, je sais pas si je m'exprime bien, parce que effectivement on peut raconter des choses en dehors du fil directeur pour mettre un peu l'ambiance. Mais là c'est vraiment cette impression que ça m'a donné à moi, que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Tiens, je vais raconter un truc de plus, mais tu sais pas trop qu'est-ce que ça fout là. Donc moi voilà, ça m'a laissé un petit peu... j'ai pas accroché, voilà, on va dire les choses simplement, j'ai pas super accroché. J'ai bien aimé l'histoire des petits gnomes avec les dessins à la fin. Donc on a tous les sortes de gnomes. Mais le style m'a laissé assez indifférente finalement. J'ai pas trouvé ça aussi drôle que je le pensais. Je pensais que ça allait me faire rire. Et en fait, pas du tout. Donc, voilà pour les lectures. Un abandon et puis une lecture coup-ci coup-ça. Donc on va passer au nouveau livre. J'ai quand même des bonnes nouvelles pour moi, en tout cas. J'ai trouvé un livre qui me fait vraiment envie dans une boîte à livres. Alors le livre, c'est un livre de poche en assez mauvais état, mais bon voilà, c'est un livre gratuit dans une boîte à livres, donc je vais pas me plaindre. C'est Les 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye. Je ne sais pas si je prononce correctement. Et donc c'est 3 récits, 3 femmes qui disent non. Elles s'appellent Nora, Fanta, Kadi, Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations de la vie que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. L'art de Marie Ndiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le lecteur sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée dans les méandres d'une conscience livrée à la pure violence des sentiments. Alors, le début, ça m'intéressait beaucoup. Après, toutes les circonvolutions, tout ça, je ne sais pas si ça va du coup correspondre
avec mon humeur, en tout cas pas avec mon humeur du moment, donc je vais me le mettre de côté, mais j'étais très curieuse de découvrir du coup cette autrice et de femmes puissantes. Ça me changera de Greta dans... Et j'ai aussi gagné un concours sur Instagram, donc je suis super contente. J'ai reçu aujourd'hui du coup mon cadeau. Âme Shaman, un livre à colorier de Wild Amanda. Donc je vous montre un petit peu. Alors je faisais pendant un temps énormément de coloriage. Et puis je me suis mis à faire du crochet. Du coup ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de coloriage, mais c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Donc pour cet hiver ça sera parfait. Si j'en ai marre de faire du crochet, ça me fera une autre activité que je peux faire le soir devant la télé. Il faut que j'occupe mes mains, je peux pas regarder juste la télé, c'est impossible pour moi. Du coup c'est parfait, il a l'air très beau, et puis il y a des petits textes à chaque... on voit rien en fait, je suis désolée, j'ai une super mauvaise lumière. Bref, donc je suis super contente d'avoir remporté ce livre de coloriage, qu'on se passera sans doute avec Miko, parce qu'elle aime bien aussi faire des coloriages de temps en temps, ça la détend. Et j'avais autre chose à vous montrer. Oui, j'ai commencé un nouveau poncho, mais je l'ai oublié en bas, donc je vous le montrerai demain. Et puis l'éclairage est vraiment terrible, et puis il faut absolument que je me trouve un tableau à mettre ici, parce que ça fait vide. Donc je vous dis à demain pour de nouveaux... Coucou, nous sommes mercredi matin, je vous prends rapidement, je viens de terminer ma séance de yoga et j'avais envie de vous en parler un petit peu puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, et donc je continue toujours mon yoga quotidien avec Cassandra. Et si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que je suis abonnée à sa newsletter. Donc je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et en allant sur sa chaîne YouTube, vous devriez trouver tous les renseignements pour pouvoir s'inscrire. Moi, je m'étais inscrite quand j'avais fait le programme 30 jours, où elle propose un programme, on recevait un mail par jour avec une séance de 10 minutes à faire. C'était vraiment très chouette. Si vous avez envie de vous mettre au yoga, je vous conseille vraiment ce programme. Donc moi, je l'avais fait, du coup, ça date de l'année dernière. Et depuis, je m'étais fait ma propre sélection dans ces vidéos de 10 minutes parce que bon, selon chacun, et moi il y avait des exercices qui sont particulièrement difficiles pour moi, donc j'avais sélectionné ceux que je pouvais faire. Par exemple, les séances qui commencent en étant allongées, c'est genre pas possible pour moi. Position allongée, c'est pourtant la plus simple, mais la plus insupportable pour moi. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais dire que j'avais reçu donc sa newsletter, comme je sais plus à quelle fréquence c'est, je crois que c'est tous les mois, tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Et elle proposait une séance spéciale pleine lune pour donc la pleine lune. Je ne sais plus si elle est aujourd'hui ou demain, mais demain j'aurai pas le temps. Donc j'ai décidé de faire cette séance aujourd'hui. Et c'était une séance de 30 minutes. Donc aujourd'hui on est mercredi, je travaille à la maison, donc j'ai plus de temps. Je me suis dit je vais me accorder 30 minutes de yoga. Et c'était pas facile, elle n'était pas très facile, en tout cas pas pour moi, pour mon niveau, cette séance, mais ça m'a fait un bien fou. J'y suis allée tout doucement, sans forcer, parce que justement je voulais pas me faire mal, mais c'était vraiment très agréable. Et j'ai enchaîné du coup avec une petite méditation de 14 minutes, une méditation guidée spéciale pleine lune aussi, proposée cette fois par Sandrine HK. Alors je crois qu'elle est disponible sur sa chaîne YouTube, mais moi pour les méditations j'utilise, je vous en avais déjà parlé également, une application Inside Timer, je crois que ça s'appelle, où on a à la fois la possibilité de se faire un timer avec une petite musique, des gongs, etc. pour faire une méditation tout seul en pleine conscience. Et on a aussi un très grand catalogue de méditations guidées par différentes personnes. Et il y a une version gratuite où on a accès à beaucoup de choses, et puis on a aussi une version payante où on peut avoir du contenu supplémentaire. Moi pour l'instant j'utilise la version gratuite et j'en suis déjà très satisfaite. Toutes les méditations que j'ai testées ne m'ont pas plu, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, donc voilà, faut fouiller un petit peu. Il y a des méditations de 10 minutes, de 5 minutes, de 30 minutes, on en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les temps, etc. Donc moi généralement je me sers du timer tous les jours pour faire 10 minutes de méditation, donc toute seule après ma séance de yoga quotidienne.
Et de temps en temps, quand j'ai un peu plus de temps ou l'envie, je me fais une méditation guidée. Donc j'en ai testé plusieurs. Et pareil, je suis en train de constituer une petite playlist de celles qui m'ont plu davantage. Et du coup, j'aime bien faire cette petite méditation de la pleine lune. C'est une méditation très simple, mais qui fait du bien. Et du coup, qui nous invite aussi à la gratitude en cette pleine lune. Et à recevoir du coup l'énergie de la lune, et qui est aussi une énergie de guérison. Donc voilà, et je voulais en profiter pour vous montrer mon petit cahier. Enfin, je vous montre juste le cahier, parce que l'intérieur est très très intime. En fait, je tiens un carnet de mes méditations. Alors bien sûr, j'écris pas dedans tous les jours après ma méditation de 10 minutes, non seulement parce que je fais déjà 10 minutes d'écriture avant, et puis surtout, c'est avant d'aller travailler, donc j'ai pas non plus le temps de... Je me lève pas à 5 h du matin, donc j'ai pas eu le temps d'écrire avant, après, pendant... Mais par contre, quand je fais soit une méditation guidée comme ça un petit peu plus long, ou soit s'il y a vraiment une pensée qui m'a traversée, que je trouve importante, je le note, je note mes ressentis, comment s'est passée la méditation, etc. Donc je le fais pas tous les jours, parce que des fois dans les 10 minutes tous les jours il se passe rien du tout, et donc je vais pas écrire, il s'est rien passé. Mais j'aime bien avoir ce cahier à côté de moi pour noter. Par exemple là, après la séance de yoga, Cassandra nous invite à prendre 5 minutes pour écrire les choses dont on se sent grateful, reconnaissant. C'est en anglais, c'est pour ça. Et du coup voilà, j'ai pris mon carnet pour noter mes ressentis après la séance de yoga et pendant la séance de méditation guidée. Donc voilà pour ce que j'avais envie de partager ce matin. Je vous retrouverai plus tard pour vous parler lecture, mais pour l'heure je vais aller prendre ma douche et puis mon petit déjeuner. Coucou, nous sommes toujours mercredi, je vous prends juste pour faire quelques updates lecture. Donc les lectures dont j'ai parlé m'avaient tellement déçue qu'elles sont allées directement dans une boîte à livres. Et évidemment, j'étais dans une boîte à livres, je suis pas repartie à les mains vides. J'étais pendant que je marchais, j'étais là genre je suis fière de moi, je vais déposer des livres, et j'avais rien récupéré. Bon. Mais bon, je vais pas avoir de regrets, de toute façon c'est boîte à livres. J'ai trouvé un tout petit livre de la collection Librio, donc une nouvelle sur Sherlock de Conan Doyle. Donc voilà, j'en ai déjà quelques-unes, mais celle-ci je ne l'avais pas. Du coup, en tout cas je l'avais pas en format livre, parce que j'ai récupéré des Sherlock. Je crois que c'est plus, il n'y a plus de droit d'auteur. Du coup j'avais réussi à trouver pas mal de nouvelles de Conan Doyle et même de romans sur Sherlock gratuits sur ma liseuse. Mais j'aime pas, même si je lis des livres sur la... Du coup c'est pas du tout sur la liseuse que je raconte, c'est sur mon téléphone, j'ai mis l'application Kindle. Mais je préfère le livre papier, du coup voilà, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça serait parfait pour les British Mysteries, organisés par Hilde. Et je suis aussi tombée, excusez-moi, je m'étouffe sur moi-même. J'ai trouvé Le Chevalier au bouclier vert de comment d'Odile Walrus. Je vous le mettrai là, hein, parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Donc un roman jeunesse, chevalerie et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas regardé de quand date le texte. Alors ça, c'est une publication Hachette des années 90. Bon, écoutez, en tout cas, je ne connais pas du tout, mais je me suis dit que chevalerie, tout ça, c'est un truc qui me plaisait bien quand j'étais plus jeune, et que ça me ferait sans doute plaisir de y replonger dedans. Pour Miko, c'est clair que c'est pas la peine, je lui proposerai pas, parce que elle, par contre, le Moyen-Âge français, elle a été tellement dégoûtée par ses cours d'histoire qu'elle veut plus jamais en entendre parler. Ce qui est dommage, parce que c'est une période passionnante, mais bon, ses professeurs d'histoire ont réussi à la dégoûter. Là, par contre, elle a changé de prof, ça doit plus lui plaire. Elle se passionne pour la période Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, donc elle a une pile de romans comme ça sur le thème à lire. Et donc tant mieux si ça lui donne envie de lire des romans en plus du cours d'histoire.
Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture. Quand je dis commencer, c'est vraiment... j'ai lu quelques pages. Je crois que j'ai même pas fini le premier chapitre. Si, j'ai fini le prologue et j'ai commencé le premier chapitre, quand même. Donc je vais vous parler de Nous en resterons là de Chloé Lambert aux éditions Rocher, que j'ai ramené avec une petite dédicace du salon de Brive. Ça m'avait très intriguée. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va aller voir un psy, donc c'est un psychiatre qu'elle va aller voir parce qu'elle a des problèmes, des évanouissements, des problèmes d'alimentation, etc. Les médecins ne trouvent rien, donc elle décide d'aller voir un psychiatre. Et on va du coup suivre sa Du coup, je sais pas, c'est pas une psychothérapie puisque c'est un psychiatre. Enfin, on va suivre sa thérapie, je sais pas comment on appelle pour un psychiatre. Et c'est, d'après ce que l'autrice m'a dit, en tout cas, c'est écrit à la façon d'un thriller ou quelque chose dans le genre. Mais c'est voilà, c'est les séances chez le psy qu'on va suivre. Donc cette façon de voilà de traiter l'analyse psychiatrique comme un thriller, ça m'avait intriguée, donc j'étais très curieuse. Et ça n'a du coup absolument rien à voir avec le challenge. Il était des fois Noël, mais du coup comme la première lecture, les deux premières lectures, parce que j'avais sélectionné 4 livres pour le challenge, j'en ai lu entre guillemets 2, puisqu'il y en a un que j'ai abandonné tellement j'ai pas aimé, et l'autre je l'ai lu, mais ça m'a pas emballé non plus. Du coup je me suis dit, je touche pas aux 2 autres, parce que je suis dans un mauvais mood avec cette pile. Je change complètement d'ambiance, je vais piocher dans ma pile de Brive, donc on a ramené 10 livres en tout, je crois. Donc on était à 2, entre moi et ma fille, donc Miko, qui a 14 ans. On a fait une pile commune, on a 10 livres en tout. On en avait pris 5 dans la littérature générale et 5 en littérature jeunesse. Et on s'est donné le défi de lire les 10 livres avant Brive de l'année prochaine, puisque ça lui a beaucoup plu et du coup on aurait toutes les deux envie d'y retourner. C'est pas à côté de chez nous, mais c'est pas non plus hyper loin. Et puis c'était super chouette du coup de partager cette passion du livre avec elle sur toute une journée dans un salon, de rencontrer les auteurs, de la voir échanger avec les auteurs sur ses goûts de lecture, etc. C'était vraiment très chouette et du coup voilà, on s'était dit on va lire les 10 livres avant l'année prochaine. Bon, elle en a déjà lu la moitié, moi je commence à peine ma pile. Ah, il lit 3 fois plus que moi. Et pourtant j'ai pas l'impression de lire peu, mais... Bon, c'est pas grave, j'y vais à mon rythme. Je me suis dit, je laisse tomber la pile de Noël, je prends dans ma pile de Brive et c'est celui-ci qui me fait le plus envie. Pour l'instant, je suis vraiment tout au début, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense. Le prologue, ça m'a un petit peu refroidi, mais pas au sens de l'écriture, etc., mais dans le sens du propos, j'étais là, oh d'accord, c'est un petit peu... Voilà, un petit peu remué, on va dire, et du coup j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va en sortir, si mes premières impressions... Ouais, le prologue, je l'ai fini, il fait 2 pages. Hein. J'avais pas vu qu'il faisait que 2 pages. Enfin bon bref, du coup j'ai hâte de voir la suite. Le problème avec ce genre de bouquin, c'est comme ça me touche, etc. Je pars souvent en digression, je sais pas si vous faites ça aussi, mais alors moi je commence à lire et puis après je commence à penser à un truc et puis ça fait une demi-heure que je pense que je suis sur la même page quoi. Du coup je sais pas si j'arriverai à le lire vite, mais en tout cas bah, ça me fait réagir puisque ça me fait penser à plein de trucs. Donc voilà, c'est tout pour les updates. Lecture, je voulais vite fait vous montrer, mais alors je vous en montre qu'un des projets au crochet parce que l'heure tourne et qu'il faut quand même que je travaille. Même si c'est au télétravail, bah voilà, faut s'y mettre. Donc je voulais juste vous montrer le poncho que j'ai commencé pour mon frère parce que j'ai vachement bien avancé. Donc voilà, c'est très très grand. Alors il m'avait donné la longueur qu'il souhaitait, donc j'ai fait la longueur qu'il souhaitait. Bon, le problème c'est que du coup c'est sûr, avec cette longueur là et cette largeur d'épaule, j'aurai jamais assez. J'ai peur de n'avoir même pas assez pour finir le côté, donc je sais pas, je pense que j'hésite entre refaire une commande, parce que refaire une commande, la faire venir de Pétaouchnok pour une pelote, ça m'embête un peu. Je me dis je peux en profiter pour faire des commandes complémentaires, j'avais envie de me mettre aux chaussettes, je peux acheter des pelotes pour de laine à chaussettes.
Sauf que je n'ai pas intention de m'y mettre avant janvier. J'ai déjà fait 2 commandes récemment. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc je vais voir. En fait, je pense que je vais finir ça. Si vraiment je peux pas faire la longueur, il va falloir que je recommande. Donc je vais le faire ce soir parce qu'il faut que je commande rapidement si je veux le recevoir à temps. Si j'arrive à finir la longueur mais que j'ai pas de laine pour faire les manches, je pense que je lui donnerai du coup 100 manches. Parce que je trouve ça dommage de faire traverser une pelote de laine à toute l'Europe pour juste des manches sur un poncho qui va lui aussi retraverser l'Europe parce que mon frère n'habite pas à côté de moi. Donc je sais ça fait beaucoup de transport pour un poncho. Donc je vais voir. Si j'ai pas assez, autant qu'à faire, je rachète suffisamment de laine pour faire aussi les manches. Sinon, il y aura un poncho sans manches, c'est déjà pas mal. Bref, voilà. Et sur ce, je m'en vais travailler. Et je ferai d'autres updates plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 9 décembre, je suis dans mon nouveau coin, j'ai mis plein de coussins, j'ai toute la laine à côté de moi puisque je viens faire le petit update de la semaine pour le bilan de décembre sur les crochets. Qu'est-ce que je peux vous montrer du coup quand même dans le vlog, parce que c'est pas tout de suite le bilan de moi. Je vais vous montrer le début du poncho que j'ai commencé pour ma mère. J'ai pas acheté assez de laine comme ça. Du coup, j'ai fouillé un peu dans mon stock et j'ai trouvé des petites choses que je vais assembler. Donc, il y aura différents types de laine. J'espère que ça rendra bien. J'ai hyper mal calculé mes laines ce coup-ci. D'habitude, j'en achète beaucoup trop. Donc là, j'ai voulu faire l'inverse. Mais du coup, j'étais trop radine. Je voulais vous montrer l'oracle. Je recommence. Oracle celte des arbres de Lise et Colline Murray. C'est aux éditions, donc c'est illustré par Vanessa Card et les éditions Très Daniel. Donc c'est un coffret que j'avais acheté il y a quelques temps, que je vous avais d'ailleurs montré. Dans le coffret on retrouve du coup, que je ne mette pas tout partout. Donc on retrouve le petit livret et en fait ça reprend, les cartes reprennent tous les arbres associés aux ongames, qui sont donc ces espèces de signes celtes dont on connaît pas trop la signification exacte, mais qui ont du coup été qui ont été réappropriés, je ne sais pas si c'est le terme, par les néo-païens et notamment pour faire de la divination. Et donc là c'est un jeu de cartes comme un oracle, mais en reprenant du coup tous les signes de l'ongame et les arbres, et je trouve les illustrations très belles. Je sais pas si on verra bien parce que là je suis du coup avec la caméra de derrière du téléphone et du coup j'ai pas du tout de retour, donc je ne sais pas si ça se trouve vous voyez rien. J'espère que vous voyez quand même un petit peu. Et donc, pourquoi je vous montre ça maintenant, c'est que j'ai choisi Mystic Moon, ou Mystic Moons, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je vous mettrai le lien de son Instagram et de sa chaîne YouTube, a lancé pour décembre un défi Oracle et Tarot qui court du coup du 1er décembre au 21, avec chaque jour une question pour laquelle il faut tirer une carte. Et donc c'est une sorte d'introspection vis-à-vis de notre pratique ésotérique ou spirituelle. Et du coup moi j'avais acheté cet oracle il y a un petit moment aussi, mais j'arrivais pas à trouver le moment de me l'approprier. Voilà, je l'utilisais jamais, et du coup comme je l'utilise jamais, je risque pas de le comprendre. Et je me suis dit que c'était l'occasion de m'approprier ce jeu en faisant son défi. Et donc, je n'ai pas fait la question de hier, mais j'ai fait jusqu'à avant-hier. Soit je fais quand j'ai le temps la question du jour le jour même, soit quand j'ai pas le temps, je cumule 2-3 questions en une seule fois. Et pour chaque question, je tire une carte. Et pour l'instant, je suis plutôt contente parce que du coup, ça me permet vraiment de m'approprier ce jeu que je trouve très beau, mais que je savais pas trop comment l'utiliser. Et donc voilà, ça me permet double emploi. D'un côté, je fais une petite réflexion sur
sur la spiritualité grâce au défi, et de l'autre côté, j'apprivoise ce jeu. Donc voilà, je vous montrer juste rapidement. Alors oui, je ne vous ai pas montré, dans le coffret il y a aussi une petite fiche comme ça avec une proposition de façon de faire, et aussi du coup un petit carnet pour noter ces différents tirages. Moi ça je m'en sers pas du tout parce que j'ai un carnet que je me suis fait personnel, quoi, juste un cahier dans lequel je note tous mes tirages, les questions que j'ai posées, je fais le chemin de comment, et les interprétations, je note tout. Il y avait ça, et puis je prends mon petit carnet, voilà, j'ai peut-être de linote, j'oublie tout. Je voulais vous parler, j'ai fini la lecture des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que j'ai écouté donc en audio. Ça j'ai noté le titre et que je ne peux pas vous montrer le livre. J'essaierai d'ajouter une petite capture de la couverture. Je ne trouve pas mes mots. Je vous ai parlé la semaine dernière de ce livre audio que j'ai donc découvert grâce à Annette Gallet. Je connaissais le titre pour l'avoir vu passer sur les blogs et j'étais assez sceptique. Le côté morphologique voilà, a priori ne m'interpellait pas. Mais quand j'ai eu la possibilité de le découvrir en audio, je me suis dit que ça sera l'occasion de vraiment savoir de quoi ça parle et mieux juger qu'en le feuilletant simplement. Du coup, ma première impression a été, j'étais assez bluffée dans la mesure où j'ai trouvé ça intéressant et assez percutant finalement. Et donc j'étais très agréablement surprise et j'ai trouvé ça, maintenant que je l'ai fini, mon regard est un petit peu plus nuancé dans la mesure où j'ai trouvé qu'il y avait des informations très intéressantes. Par contre, ce que je n'aime pas, surtout dans le ton en fait, c'est que ça... c'est un peu, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, peut-être que c'est pas ce qui évolue, mais en tout cas moi j'avais l'impression que ça dit c'est comme ça, et si vous pensez que j'ai tort, en gros c'est parce que votre blessure vous empêche de voir que j'ai raison. Alors moi ce genre de discours, je trouve ça peut-être pas faux, sûrement vrai même, sauf que c'est aussi un petit peu facile. C'est genre j'ai raison et si vous êtes pas d'accord, c'est que c'est votre faute, vous n'êtes pas... vous êtes bloqué dans vos trucs, oui, mais du coup, il n'y a pas de discussion possible. Alors que moi, je trouve qu'elle dit des choses qui sont très intéressantes, mais elle donne un côté un peu absolu à ces choses qui mériteraient, selon moi, d'être nuancées et surtout, c'est très généraliste. Or, d'un cas à l'autre, voilà, il y aura des nuances à apporter et du coup, de dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est la blessure qui parle, ça empêche d'apporter les nuances nécessaires. Alors de quelle nuance je parle exactement? En fait, moi j'ai trouvé c'était intéressant, mais un peu daté dans son discours, notamment c'est très genré. C'est les femmes ci, les hommes ça, les femmes réagissent comme ci, les hommes réagissent comme ça, telle blessure c'est avec le parent du même sexe, telle blessure c'est avec le parent du sexe opposé, ce qui se tient, je veux dire, ça a une certaine logique, etc. Par contre, du coup, ça reste très ancré dans un modèle qui n'est pas vraiment, comment dire, qui n'est plus vraiment d'actualité dans la mesure où si avant on avait une famille, un papa, une maman et les enfants, et du coup on peut dire telle réaction c'est avec le parent du même sexe ou pas parce qu'il y a les deux parents, parce qu'on grandit avec les deux parents, etc. Aujourd'hui on a quand même une majorité de familles monoparentales, de parents divorcés, d'homoparentalité, enfin je dis pas que c'est une majorité, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même, la famille c'est pas un papa, une maman et les enfants, il y a plein de familles différentes. Et du coup, ce discours, c'est le parent du même sexe, c'est le parent du sexe opposé, ça ne fonctionne que s'il y a deux parents de sexe opposé et les enfants. Dès qu'on a une famille recomposée, décomposée, des parents célibataires, etc., par exemple une maman ou un papa célibataire qui élève seul son enfant, va forcément jouer à la fois le rôle de la maman et le rôle du papa. Donc les rapports
blessures et de conflits avec l'enfant, ben, ils pourront très bien être, du coup, ben, il pourra très bien un papa vivre les conflits qui sont habituellement vécus avec la mère, parce qu'il joue aussi le rôle de mère dans l'éducation de l'enfant, et inversement, une mère qui va aussi devoir jouer le rôle du père parce qu'elle est seule avec son enfant, ben, pourra stigmatiser du coup les conflits qui sont habituellement vécus avec le père, ou etc. Et d'autre part aussi, cette côté telle blessure avec le père, le même sexe ou le sexe opposé, ça, pour moi, ça montre que, voilà, ça veut dire qu'on part du principe que les hommes, c'est ça, ils symbolisent ça, les femmes, c'est ça, ça symbolise ça. Or, si c'est vrai dans une certaine mesure, non pas parce que les hommes, c'est ça, et les femmes, c'est ça, mais parce qu'on a grandi dans une société qui nous explique que la femme, c'est ça, et l'homme, c'est ça, du coup, forcément, en grandissant comme ça, on va mettre les choses dans les cases. Sauf que des fois, ben, ça ne correspond pas. Notre famille peut avoir une organisation différente. On peut avoir une mère très masculine, un père très féminin. On peut avoir un papa à la maison et une maman mécanicienne. Et du coup, les rôles seront forcément pas aussi tranchés. Je dis pas qu'une mère mécanicienne ne jouera pas le rôle de mère, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus nuancé, c'est que c'est pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, quoi. Il y a plein de nuances. Et du coup, moi, ça m'a particulièrement interpellée. Pourtant, moi, j'ai eu un papa et une maman, mais ça m'a particulièrement interpellée parce qu'en fait, elle revient sur le complexe d'Oedipe. Et le complexe d'Oedipe, oui, d'accord, mais lui aussi, il doit être nuancé. Parce qu'un complexe d'Oedipe, c'est pas un garçon qui veut épouser sa mère et une fille qui veut épouser son père. On peut faire un Oedipe inversé. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille avec un père et une mère, tous les deux hétéros, et j'ai fait un Oedipe inversé. Donc, le conflit qu'on vit habituellement avec le parent du sexe opposé parce qu'on fait un complexe d'Oedipe, ben moi, je vais le vivre avec ma mère, puisque j'ai fait un Oedipe inversé. Donc, voilà, ça manquait de nuances, ça manquait terriblement de nuances, et moi, c'est ça qui me chagrine le plus. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes. D'ailleurs, je l'ai écouté d'abord une première fois comme ça, à tout va, et je pense que je vais le réécouter, ou du moins réécouter certains passages plus posés avec un carnet pour prendre des notes, parce qu'il y avait des choses que j'ai trouvées très percutantes, très intéressantes, mais dans l'ensemble, je trouve que ça manque de nuances et que ça a une vision très stéréotypée qui me semble à moi du coup datée, puisque pour moi ça ne correspond plus à la réalité dans laquelle on évolue ou vers laquelle je voudrais évoluer aussi, c'est-à-dire des rôles moins genrés et plus de nuances dans l'identification qu'un enfant peut avoir avec tel ou tel parent, etc. Voilà pour cette lecture. Je vais pas trop avancer dans mes autres lectures, donc j'y reviendrai plus tard. Ce soir commence j'en parle tout de suite parce que je vais oublier, ce soir commence un marathon de lecture organisé par Chikipou et Samarian dans le cadre de leur challenge Il était 10 fois de Noël, dont j'ai parlé la semaine dernière. J'ai rien préparé, ça commence ce soir, ça se termine dimanche, donc déjà ce soir j'ai prévu de sortir, donc je lirai pas, mais je vais essayer de quand même du coup peut-être prendre des lectures plus rapides pour avoir plusieurs lectures à proposer dans ce marathon de lecture, sortir peut-être des albums de Noël ou des choses comme ça. Je sais pas du tout dans quelle direction je vais aller, en tout cas il faut que je réfléchisse à ça, donc je vais d'ailleurs de ce pas matin et je viens conclure, enfin dimanche matin non, il doit être même plutôt midi passé,
Je viens conclure ce vlog. J'ai pris une petite tasse de thé dans ma tasse Tantin et je me mets juste à côté du sapin. C'est pas du tout le lieu habituel où je tourne, mais comme on vient de le faire, j'avais envie de faire un petit clin d'œil. Je commence avec des nouveautés donc, que j'ai oublié de présenter, que j'ai acheté jeudi et des choses que j'ai trouvées hier. Donc jeudi, j'ai trouvé, c'est, comment ça s'appelle, Croquebook à La Rochelle. J'ai trouvé Le cheval est parti en fumée de Taiping Shangdi. Un petit polar du coup chinois que j'ai pris puisque Miko aime beaucoup la littérature chinoise et du coup je connaissais pas du tout et je me suis dit que ça pourrait être une lecture qui nous plairait à toutes les deux. Et j'ai aussi trouvé Sans gluten naturellement de Valérie Cupillard et je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors j'ai feuilleté un peu, j'ai pas encore essayé de recette mais j'ai feuilleté un peu. Il y avait des petits gâteaux, des choses comme ça faites avec du coup des produits, pas des farines sans gluten mais genre... Si, évidemment c'est fait avec des farines sans gluten, mais ce que j'aime pas c'est quand on dit faites avec un mélange de farine sans gluten du commerce. Sauf que du coup moi j'aime bien, tant qu'à faire sans gluten, utiliser de la châtaigne, du pois chiche, des choses qui sont naturellement sans gluten et pas des farines commercialisées où tu sais pas trop ce qu'il y a dedans mais qu'on te garantit qu'il n'y a pas de gluten, etc. Du coup, c'est pour ça que ce livre m'a bien tenté parce qu'il y avait plein de recettes à base d'amandes, à base de pois chiches, à base de châtaigne. Genre ce gâteau-là, j'ai trop envie d'essayer. Et du coup, ça correspond tout à fait à ma façon à moi de pratiquer du coup le sans gluten parce que tous les produits genre du pain sans gluten, ça m'arrive d'en manger, mais des produits, des pâtes sans gluten, des pains sans gluten du commerce. Mais en général, j'en rafale pas. Et je trouve ça plus frustrant qu'autre chose, alors que si je mange quelque chose qui n'a rien à voir, genre par exemple j'avais fait un cake à la farine de pois chiche, je trouvais ça super bon. Et j'ai pas la frustration de me dire c'est pas vraiment le même goût, parce que c'est pas censé avoir le même goût qu'un truc à base de gluten. Donc j'étais très contente de tomber sur ça. Je vais sans doute tester cet hiver quelques recettes. Et hier je suis allée faire un tour à Noz parce que je cherchais des petites décorations. Pour la petite histoire, nos décorations de Noël ont disparu depuis 2 ans. Donc l'année dernière on n'avait pas de sapin parce qu'on n'avait pas réussi à trouver ni le sapin ni les décos de Noël. Et cette année donc chérie avait ramené un nouveau sapin qu'il avait trouvé, qu'il avait récupéré, quelque chose qui allait à la poubelle. Donc comme il est en très très bon état, il nous l'a ramené pour remplacer celui qui a disparu. Sauf qu'on n'a toujours pas retrouvé les décorations. Donc j'ai fini par en acheter, mais je voulais pas non plus mettre beaucoup d'argent dans des décos de Noël qui servent une fois par an. Donc voilà, je suis allée faire un tour à Noz et j'en profite toujours pour voir Saison des bouquins. Et j'ai trouvé des petits trucs super sympas. Alors j'ai trouvé Christmas Party, c'est pas vraiment un livre, là on est sur du paper, j'allais dire paper toy, mais c'est plutôt voilà, toutes des cartes, des papiers pour faire des origamis, pour faire des lettres. Il y avait vraiment plein de trucs. Et pour faire les étiquettes des cadeaux, et je l'ai trouvé très chouette. Et surtout j'avais pas trouvé de cartes de Noël qui me plaisent, et du coup là j'ai trouvé ça et il y aura de quoi faire des jolies cartes. Donc je suis ravie. Je vais pouvoir commencer à préparer mes petites cartes de Noël parce que je n'ai toujours pas commencé. J'ai trouvé aussi Tricot d'été. Du coup je me suis dit ça serait parfait pour pas pour tout de suite, mais pour commencer à tricoter des choses un petit peu plus compliquées quand j'aurai fini avec mes cols et tout ça. Et donc il y a des modèles que je trouve plutôt sympas, et l'idée d'avoir des tricots d'été c'était chouette aussi. Donc voilà, et j'ai craqué pour donc l'histoire Hérodote, histoire du monde antique. Je cherche l'auteur, il est où? J'ai pas d'auteur. Donc c'est la librairie des écoles et c'est écrit par qui? Alors, adaptation de l'œuvre originale d'Hérodote, Laurent Bègue, illustration Lassie, relecture et critique Annie Colognan et préface de Judith Pérez. Voilà, j'ai pas du tout d'enfant sous la main en âge pour ce type d'album, mais moi j'adore les albums documentaires comme ça, et l'histoire ça me passionne, et du coup je me suis dit que
c'est pas grave, j'allais me l'offrir à moi-même et que ça me plairait beaucoup de le feuilleter et puis de le garder à l'occasion de pouvoir servir si on a besoin de chercher des informations sur l'Antiquité. Voilà pour les trouvailles. Maintenant je prends mon petit carnet de lecture pour vous dire qu'est-ce que j'ai lu hier. Donc premier jour pour moi du marathon de lecture. Il était 10 fois Noël puisque ça commençait le vendredi soir, mais moi le vendredi soir j'étais invitée à un apéro. Donc on a passé une excellente soirée, mais avec 0 lecture. Du coup j'ai commencé le samedi et j'ai lu que des livres numériques. Donc je vous les montre ici, puis j'essaierai de mettre quelque part dans l'image les couvertures. Donc j'ai lu Les Petits Monarques, une bande dessinée que j'ai trouvée très très chouette, post-apocalyptique. C'est les rayons du soleil qui ont détruit toute l'humanité ou presque, et pas seulement l'humanité mais tous les mammifères. Donc la plupart des mammifères ont disparu et la plupart des êtres humains sont morts à cause de radiations solaires qui altèrent le rythme cardiaque des êtres humains. Donc seuls ceux qui étaient sous terre ont survécu, et du coup une espèce de société s'est créée sous terre où les gens vivent la nuit enterrés, le jour pardon enterrés, et ils sortent que la nuit pour chercher de la nourriture, etc. Et donc on va suivre 2 femmes, enfin une femme et une petite fille qui suivent la migration des papillons monarques aux États-Unis, puisque cette femme a mis au point un médicament qui permet de contrer les effets des radiations solaires et du coup de sortir en plein jour. Donc elle se déplace le jour puisque tous les humains, y compris ceux qui sont dangereux, restent cachés, et elles suivent les papillons pour préparer le médicament, mais aussi pour essayer de mettre au point un vaccin. Et donc on va les suivre toutes les deux à travers leur épopée, et on va apprendre plein de choses d'ailleurs sur les monarques. Et l'histoire est sympa, un peu convenue parce qu'on voilà, il n'y a pas de surprise finalement scénaristique, mais c'est très bien mené. Et puis surtout, moi j'ai bien aimé dans cette bande dessinée la façon dont c'était construit. C'est-à-dire que c'est la petite fille en fait qui raconte, le narrateur, et elle tient un journal, une sorte de journal de bord où elle fait ses devoirs que sa compagne lui dicte, mais où elle fait aussi ses observations, où elle raconte leur voyage. Et donc on va suivre toutes les étapes et on alterne entre la bande dessinée et le journal de la petite fille, et je trouvais ça plutôt sympa comme structure narrative. Ensuite j'ai lu des albums et j'ai cherché du coup quelque chose qui soit en relation avec la thématique de Noël, puisque c'était le marathon de Noël, et j'ai commencé avec Un cadeau fabuleux, puisque la couverture c'était un gros paquet rouge avec un ruban doré, et ça m'a tout de suite fait penser à Noël. Or il n'y est pas question de Noël, mais il y est quand même question de cadeaux à l'intérieur. Du coup je trouvais qu'il allait parfaitement dans l'ambiance, et c'est un petit garçon, Thomas, qui va recevoir un énorme paquet de son bon papa. Alors je ne sais pas ce que c'est un bon papa, est-ce que c'est son beau-père, est-ce que c'est son grand-père, bref, donc son bon papa lui offre un cadeau. Petite gorgée de thé. Donc lui offre un cadeau et il est très excité, c'est un très gros paquet, donc il commence à tout déchirer, et quand il l'ouvre il trouve qu'une boîte vide, donc il est super déçu, et il laisse son cadeau de côté pour aller sortir tous ses jouets, sauf que très vite il s'ennuie, et là il regarde la boîte et il se dit je vais rentrer dans la boîte, et là son imaginaire prend le dessus, et donc on va le suivre dans tout un tas d'aventures. La boîte devient un avion, un bateau, un véhicule, il va échapper à plein de dangers, vivre des tas d'aventures. Et du coup, j'ai trouvé ça très joli, puisque c'est une ode à l'imagination et aussi à la sobriété. On n'a pas besoin de toujours plein de jouets et des choses coûteuses pour vraiment s'amuser, puisqu'une boîte vide peut nous faire découvrir des mondes merveilleux. Très joli album. Au niveau du dessin, j'étais moins sensible, mais comme j'ai bien aimé l'histoire, finalement, après les premières pages où je me suis dit « oh, pas très joli », je me suis laissée emporter et j'ai bien aimé l'histoire, donc je garde quand même un bon souvenir de cette lecture. J'ai enchaîné avec une autre lecture de saison, Le Père Léon, où pareil la couverture est toute rouge, où on voit un vieil homme à la barbe blanche et au bonnet du Père Noël avec un petit masque noir de voleur
qui marche sur la pointe des pieds et je me suis dit, drôle de Père Noël. On va du coup découvrir dans cette histoire 3 petits lutins qui s'introduisent par la cheminée chez le petit héros dont je ne me souviens plus le nom. Et ils commencent à faire l'inventaire, ils ont une liste, très bien, de télé, de machin, les jouets, etc. Le père Léon sonne à la porte et voici nos petits lutins en train de charger un téléviseur, un ordinateur, tout un tas de jouets, etc. Et quand la famille revient, les parents sont affolés. Mon Dieu, on s'est fait cambrioler. Et ils commencent à installer des alarmes, etc. Et là, on voit le fils avec un petit sourire en coin, qui est de connivence avec le chat qui a laissé faire sans rien dire les lutins. Et on va découvrir pourquoi donc cette famille s'est fait dévaliser. Et j'ai trouvé ça excellent parce qu'au début, je me disais, mais c'est quand même une drôle d'histoire. Les enfants, ils vont avoir trop peur de Noël maintenant avec le Père Noël cambrioleur. Et finalement, il y a une très jolie chute, une très jolie morale, et bien sûr vous vous doutez de ce que c'est la morale, mais moi ça m'a fait tellement plaisir de la découvrir que je vous laisse le plaisir de la découvrir à votre tour. En tout cas j'ai trouvé que c'était un très joli album. Et ce matin j'ai lu Le Grand Trésor, un album. Là, on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël, mais c'est dans la banquise, plein de neige, donc ça fait quand même très hivernal comme lecture. On va suivre un petit, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est un petit Inuit qui est très fort et qui se réveille un matin en se demandant, mais comment est-ce que je fais pour être plus fort dans mon esprit que dans mon corps ? Et donc il va partir, il va demander à tout un tas de personnes, d'animaux, d'éléments, et il va continuer toute la journée comme ça, il rencontre différentes personnes, et il pose cette question, et il reçoit des réponses sensées, des réponses plus farfelues, mais en tout cas, à la fin de la journée, il découvre ce grand trésor qui est de savoir comment être plus fort dans son esprit que dans son corps. Et c'est un très joli album. Là j'ai aimé à la fois les illustrations et l'histoire, très philosophique, mais aussi très simple. Et avec cette quête initiatique voilà, traditionnelle où on va poser la question d'abord à des êtres humains, après elle va rencontrer des animaux, même des rochers, etc. Donc c'était une très chouette lecture. Donc voilà, c'est tout pour les lectures. Je n'ai pas fini de lire ce week-end puisque je continue le marathon jusqu'à ce soir, mais je voulais conclure ce vlog maintenant pour pouvoir faire le montage, le mettre en ligne sur le billet de demain. Et du coup je vous raconterai ce que j'ai lu la semaine prochaine sans doute, mais là je vais finir mon montage et m'installer. J'ai encore le but que je me suis fixé pour ce marathon, c'est de lire les livres numériques, parce que comme je préfère les livres papier, j'ai tendance à complètement zapper mes lectures numériques, et du coup là j'en avais quand même pas mal, donc je me suis dit c'était l'occasion de se concentrer sur ça. Que ce nouveau vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, me laisser des commentaires, et puis si ça vous dit, à vous abonner. Ciao!